Mesdames, Messieurs, ça devient une habitude au début de chaque intervention. Je dois vous demander de m'excuser parce que j'ai la voix prise, rock. Depuis ces derniers temps, elle est devenue encore plus rock. Comme pour emprunter à Bertolt Brecht, l'injustice rend la voix rock. Et quelle plus grande injustice que celle que subit notre peuple. Toutes les littératures du monde arabe sont traversées en fait par les mêmes courants, et cela depuis le XIXe siècle, depuis la Nahda. Toutes s'écrivent dans la même langue arabe médiane. Toutes traitent pratiquement des mêmes thèmes, et toutes entretiennent le même type de rapport avec le patrimoine classique et post-classique, et avec les littératures étrangères. Cela est d'autant plus vrai que depuis, disons, le début des années 70, on a assisté à la constitution d'un champ culturel arabe unifié, et cela a signifié que les écrivains arabes, les intellectuels arabes en général, participent globalement d'un même mouvement. Cela étant dit, il y a dans chaque pays des conditions spécifiques pour la production littéraire. Et celles de la Syrie sont particulièrement draconiennes. Je crois qu'elles ne ressemblent qu'à celles qui existaient en Irak du temps de Saddam Hussein ou en Libye, du temps de Kadhafi. Et c'est en évoquant ces conditions qu'on pourrait mieux comprendre non seulement les démarches des écrivains syriens les plus connus, disons, durant ces 40 dernières années, mais aussi les démarches nouvelles auxquelles on a assisté, surtout à partir de l'an 2000, après la mort de Hafez al-Assad. Alors, la première de ces conditions est connue de tout le monde, c'est que la Syrie vit depuis la fin de 1962 sous le régime de l'état d'urgence. Et ce régime de l'état d'urgence, bien entendu, frappe de plein fouet toute création littéraire et artistique. En quoi ça consiste? Je vais vous citer les 4 aspects principaux de cette loi. Premièrement, limiter autant que le législateur le juge nécessaire les droits de réunion, de résidence et de circulation. Deuxièmement, à arrêter sans jugement toute personne considérée comme dangereuse pour l'ordre public et la sûreté de l'État. Troisièmement, à perquisitionner au domicile, à surveiller le courrier et les appels téléphoniques. Ensuite, à censurer la presse, les écrits et les œuvres graphiques. Bref, à supprimer toutes les libertés publiques et une bonne partie des libertés individuelles. C'est cette législation qui régit la vie sociale, culturelle des Syriens. Et ce n'est pas la Constitution qui a été promulguée une dizaine d'années plus tard et qui, elle, comme la Constitution stalinienne d'ailleurs, reconnaît toutes les libertés. La liberté de conscience, la liberté de penser, etc. Mais en fait, chaque article de la Constitution se termine par cette formule magique selon des dispositions de la loi, dans les limites de la loi, et la loi, c'est la loi de l'état d'urgence. Deuxième point extrêmement important, à mon avis, pour comprendre la production syrienne, c'est la relation entre les intellectuels et le pouvoir. Et là, il y a beaucoup d'autocritique à faire, à vrai dire. Pourquoi? Parce que depuis le XIXe siècle, il y a les intellectuels, en général, ont été des alliés des États modernisateurs, disons. Et cela a été le cas aussi en Syrie, parce qu'on peut dire qu'une majorité d'intellectuels soutenaient le régime, finalement, alors que la majorité de la population ne le soutenait pas, mais soutenait le régime du Baas, né en 1963, 7 ans avant la prise du pouvoir par Hafez al-Assad. Et cela selon une analyse que le très regretté dramaturge syrien
Saad al-Wannous a bien défini quand il a dit qu'il pensait qu'il existait dans la plupart des pays du tiers-monde, dont la Syrie, une zone d'ambiguïté historique qui permet qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et la société et entre les différentes classes et couches sociales. Et cela parce que le pouvoir n'était pas encore suffisamment fort pour éradiquer complètement les oppositions et pour marginaliser la société civile. Or, poursuit Sardal, ce qui s'est passé à partir de 1980 surtout, c'est que ce pouvoir est devenu particulièrement fort et particulièrement prédateur et qu'il a supprimé justement la société civile et les intellectuels qui étaient ses alliés traditionnels. Il y a une partie d'entre eux qui s'est ralliée sans gloire à ce régime, d'une manière totale, et une partie qui a été laminée dans les prisons par la répression. Le nombre des intellectuels, des écrivains, des artistes qui ont connu la prison durant ces terribles décennies 80 ne se compte pas. Le troisième point important, c'est l'étatisation de la culture en Syrie, et cela depuis très longtemps. Et l'étatisation, je dirais, par un État qui n'est pas un véritable État, qui est un État privatisé par un clan au pouvoir. Les deux institutions qui tiennent le haut pavé sont le ministère de la Culture et l'Union des écrivains. Le ministère de la Culture en Syrie a été créé en 1959, du temps de l'unité entre la Syrie et l'Égypte, et il faut dire qu'à l'origine, il a eu à sa tête des personnes extrêmement compétentes et qu'il a réalisé un certain nombre de choses qui sont tout à fait positives. Par exemple, la publication d'une partie du patrimoine arabe, par exemple un très bon programme de traduction littéraire des langues étrangères et un soutien à la création, un achat d'art plastique, etc. Mais cela a vite disparu sous la pression politique et le ministère de la Culture lui-même en est arrivé à censurer sa propre production. C'est-à-dire un livre publié par le ministère de la Culture pouvait être censuré un an plus tard. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est une chose qui ne concerne pas la Syrie, qu'au moment où on a créé le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation ne faisait plus son travail, c'est-à-dire l'éducation publique gratuite, etc., baissait de niveau en Syrie d'une manière absolument catastrophique. Et que, donc, parler de démocratisation de la culture à travers le ministère de la Culture ne sert à rien, parce que dans l'éducation nationale, on a remplacé la littérature et les sciences humaines par une inculcation idéologique de la pensée présidentielle, la pensée du bas, etc. Parce qu'on a supprimé les langues étrangères, et c'est une véritable calamité aussi. On la ressent aujourd'hui dans nos pays, de la méconnaissance généralisée des langues étrangères dans le pays, et en général par la baisse générale du niveau culturel. Donc, même s'il y a un ministère de la Culture qui fait son travail avec un public qui n'est pas, lui, formé pour pouvoir accéder aux grandes œuvres de la culture, cela ne sert pratiquement à rien. Mais ce qui est catastrophique réellement, c'est l'Union des écrivains. L'Union des écrivains a été créée en 1969. Et pour vous donner une idée, cette union regroupe 800 personnes. 800 personnes, c'est dire qu'il y a 700 qui ne sont pas des écrivains. Bon, qui ne sont pas des écrivains, mais toute personne qui a publié un livre est considérée comme écrivain. Et cela a permis à la direction de l'Union des écrivains de faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de prendre en main toute la production littéraire, l'essentiel de la production littéraire syrienne, de la censurer, je vais y venir, et de faire subordonner la littérature aux appareils sécuritaires.
L'Union des écrivains a un bureau exécutif qui compte 25 personnes. Obligatoirement, il y a 13 membres qui appartiennent au parti base. Et en plus, s'ajoutent les membres du fameux Front progressiste, patriotique progressiste, c'est-à-dire des groupuscules ralliés au pouvoir. Ce qui fait que la décision, le pouvoir de décision, revient vraiment aux autorités politiques du pays. En principe, l'Union a 3 tâches. La première, une tâche syndicale, c'est-à-dire la défense des écrivains, tâche que cette Union n'a jamais remplie. Jamais on a vu l'Union des écrivains défendre un écrivain. Arrêté, poursuivi, ayant des problèmes même de santé. Même de santé. Cela est arrivé que des écrivains étaient très malades, avaient besoin de soutien et n'ont pas été soutenus par l'Union des écrivains parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des gens proches du régime. Deuxième tâche, c'est une maison d'édition. Et en tant que maison d'édition, en tant que la principale maison d'édition dans le pays, cela veut dire qu'elle pouvait vraiment contrôler la production littéraire. Et c'est vrai que quand on prend le catalogue de l'Union des écrivains, il y a de bons livres, certainement, mais il y a énormément du n'importe quoi. Et cela a donné, pendant des années, pendant 1, 2, 3 décennies, une idée très mauvaise de la littérature syrienne à l'étranger. Alors, la troisième tâche est une tâche de censure, car les livres qui sont publiés dans le privé, par les éditions privées, doivent passer sous les fourches de l'Union des écrivains. Il y a eu un président de l'Union des écrivains. Bon, non seulement le président de la République est éternel en Syrie, mais le président de l'Union des écrivains est éternel. Il est resté au pouvoir 28 ans et il a passé le pouvoir à un autre type, Hossein Jamaa, qui est encore plus minable. Et pour vous donner encore un exemple de ça, le directeur de la revue de l'Union des écrivains, Mawrif Adabi, est l'auteur d'un livre dans lequel il nous apprend que Cervantes, Dostoïevski, Proust, Kafka, je ne sais plus qui aussi, sont des ennemis du peuple arabe. Alors, il y a une censure qui régit toutes les publications en Syrie, et c'est une censure qui est très très variée. C'est une censure préalable. Dans certains pays arabes, on a supprimé la censure préalable. Par exemple, en Égypte. Et la censure, c'est une censure, disons, sociale ou religieuse qui vient après coup. En Syrie, c'est la censure préalable, donc il y a un filtrage des gens. Chaque livre doit être envoyé à une direction de la censure au ministère de l'Information qui dispatche ces livres entre différents organismes. Si le livre est littéraire, il l'envoie à l'Union des écrivains. S'il est politique, à la direction de la formation du parti base, c'est-à-dire à un organisme purement sécuritaire. S'il est religieux, au ministère des Waqf et des Affaires religieuses. Donc, toutes sortes de production du livre est contrôlée par les services directement. Et il y a un grand arbitraire dans cela, parce que dans les filets passe parfois un livre qui peut être très original, très libre, etc. Et il y a d'autres livres qui sont censurés, interdits. Tout cela a amené la plupart des écrivains qui comptent en Syrie à publier au Liban ou en Égypte, et leurs livres sont interdits à la circulation en Syrie. Je dois ajouter à cela qu'il y a un monopole de la distribution des publications et un monopole de la publicité, ce qui rend encore toute entreprise privée de publication extrêmement fragile. Quatrième point qui est important, bon, vous le connaissez, je ne vais pas beaucoup y insister, c'est la réislamisation, disons, générale dans le pays. Et c'est un paradoxe, entre guillemets, que on parle du régime laïque en Syrie, etc., mais l'essentiel de la réislamisation s'est fait durant ces 40 dernières années
parce que le régime a trouvé que c'était un moyen de stopper ce qu'il pensait être l'islamisme politique. Mais il s'est trompé parce que l'islamisation offrait un terreau fertile pour l'islamisme politique, parce que cela signifie une certaine régression sociale, il faut le dire, parce que cela a nui au statut de la femme en Syrie, parce que la production, même religieuse, a été limitée aux livres les plus rigoristes, les plus étroits, les plus obtus, et on a laissé une bonne partie de la production spirituelle intéressante du patrimoine musulman. Et cela aussi a abouti à une crispation communautaire qu'on a vue parfois chez des minorités religieuses qui elles-mêmes se sont crispées vis-à-vis des gens appartenant à leur communauté. Je me rappelle à cet égard comment la communauté alaouite, par exemple, ou les chers de la communauté alaouite ont attaqué très violemment l'écrivain, le regretté Bouali Yassine, quand il a écrit son autobiographie en 1993, et ont poussé le pouvoir à la censurer, à la retirer de la circulation, ou comment la communauté druze est intervenue pour interdire le livre magnifique de Mamdou Azzam, Qasr al-Matar, le château de la pluie, qui est l'un des plus beaux romans syriens de ces 30-40 dernières années, une intervention pour l'interdire aussi. Quatrième point, ou cinquième, c'est que le marché du livre s'est rétréci d'une manière épouvantable. Le marché du livre, pourquoi? D'une part par le despotisme ambiant, d'autre part par l'islamisation aussi de la société. Et on a compté en Syrie, le ministère de l'économie et le ministère de l'information ont enregistré 379 maisons d'édition en Syrie en l'an 2004. En fait, sur les 379, il y a peut-être 350 librairies qui publient quelques livres de temps en temps, et sur ces 400, il y a 350 qui sont des librairies islamiques et qui publient le pire, à mon avis, de ce que peut publier. Le patrimoine islamique est grandiose. Ce n'est pas là la question. Mais la question, c'est le genre de publication qui est répétitif, publier les mêmes ouvrages rigoristes de fiqh, etc., ou des ouvrages apologétiques et rien d'autre, et qui submergent le marché, si bien que les autres livres ne se vendent pratiquement que dans le cadre des salons du livre, aussi bien à l'intérieur du pays ou à travers le monde arabe. Et les salons du livre aussi, Dieu sait à quel point elles sont submergées par le boom du livre islamique. Voilà en gros les conditions de la production littéraire. C'est pourquoi je considère personnellement que tous les écrivains qui ont vraiment réalisé des œuvres importantes durant sont des résistants. C'est une littérature de résistance en Syrie, quel que soit le domaine. Parce que c'est des écrivains qui ont essayé de bousculer les tabous sexuels, politiques, religieux. Et il faut dire qu'en Syrie, les tabous politiques étaient les plus durs à bousculer. Donc souvent, ils ont été obligés de publier à l'extérieur. Mais déjà, dans les années 80, il y a quelques-uns qui ont osé publier. Parfois, d'ailleurs, ça a été publié, comme le livre fameux de Hani Raheb, Al-Waba, l'épidémie, qui a été publié en 81 par le ministère de la Culture, mais qui a été retiré et il a lui-même subi après cela l'excommunication de l'Union des écrivains. Parce que là aussi, ce que j'ai oublié de dire, que cette Union des écrivains a expulsé un certain nombre d'écrivains sous prétexte qu'ils normalisent avec l'ennemi sioniste. En fait, ce n'est pas du tout cela, mais c'est parce qu'ils ont peut-être eu
une rencontre dans un colloque avec un écrivain juif européen, où tout cela s'appelait normalisation avec les missionnistes. C'est ainsi que Adonis a été expulsé, que Hani Rahib a été expulsé, que Saad al-Wannous a démissionné, que Hanamine a démissionné, Mamdouh Adouane aussi, etc. Bon, maintenant, je prends quelques exemples. Bon, il n'y a pas le temps pour développer trop cet aspect, mais si nous prenons les grands noms connus à l'échelle du monde arabe de la littérature syrienne, prenez le nom d'un poète comme Nizar Rabbani, qui est le plus célèbre poète du monde arabe, qui tirait ses recueils de poèmes à 25 000 exemplaires, etc. En fait, Nizar Rabbani, qui était un bourgeois bien assis, etc. Bon, mais tout ce qu'il a écrit ces dernières années dans sa vie, c'est une littérature de résistance. C'est une littérature de résistance, c'est une dénonciation du despotisme, c'est une dénonciation de la répression sexuelle, de la répression religieuse. C'est un fait qu'on aime la littérature de Nizar ou non, mais c'est vrai qu'il y a cette attitude de résistance à tous ces tabous. Prenons Zakaria Tamer, l'un des grands nouvellistes syriens. Depuis le début de son œuvre, il a commencé au début des années 60, l'essentiel, c'est la dénonciation de la répression policière. Le policier a une figure qui change de masque, disons, dans ses nouvelles, mais il y a toujours un flic qu'il dénonce. Prenez le théâtre de Saad al-Wannous. Saad aussi a essayé au début de dénoncer, dès ses premiers livres, la répression policière, tout en n'étant pas un opposant farouche du régime au début. Mais il a compris, comme je l'ai dit, vers les années 80, qu'il ne pouvait plus continuer. Il a arrêté d'écrire pendant 10 ans. Ce qui est nouveau, et ce qui a expliqué un peu l'explosion de la littérature syrienne dans les années 2000, c'est que après la mort de Hafez al-Assad, il y a eu pendant quelques mois exactement un petit espace de liberté qui s'est traduit à travers les clubs de discussion autorisés par le régime avant qu'il ne les ferme rapidement. Et il y a eu 3 mois seulement après la mort de Hafez al-Assad ce manifeste très courageux de 99 intellectuels syriens, la déclaration des 99, qui était vraiment le point de départ d'un mouvement intellectuel important. Parce que, d'abord, il récuse toute réforme promise par Bachar, administrative ou économique, qui ne commence pas par la suppression de l'état d'urgence, par le rétablissement de toutes les libertés publiques, par le respect du droit de tous les citoyens à participer à la vie publique et l'autorisation à l'association dans la société civile, bon, et par la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés et de tous les déportés. Bon, c'est à partir de là qu'on a assisté vraiment à un renouveau général de la littérature syrienne, là qu'on pourrait appeler comme une littérature contre l'oubli. Parce que le régime pouvait permettre un certain nombre de libertés, mais ce qui était interdit, c'était de rappeler ce qui s'est passé durant les 20 précédentes années, surtout la décennie noire. Et c'est pour ça que la littérature carcérale a eu une importance considérable en Syrie. Cela a commencé par des témoignages. Et d'ailleurs, le premier témoignage était seul d'une sœur musulmane qui n'a pas de prétention littéraire. Mais tout de suite après, il y a beaucoup d'auteurs qui sont entrés dans ce domaine et qui ont écrit des livres parfois de grande valeur. Je crois que le public français connaît maintenant, par exemple, le nom de notre ami Mustafa Khalifa, par exemple, et son livre « La coquille al-Qawqa ». Bon, mais il y a d'autres. Il y a avant Hassib Abdelrahman, qui était une militante communiste et qui a écrit un livre avant, en 1999, je crois, publié à Beyrouth, sur son expérience, elle, en prison, etc. Et puis, il y a eu tous les romans qui se sont succédés contre l'oubli pour rappeler la vie politique en Syrie durant l'ère Assad. Je citerai, par exemple, quelqu'un comme Khaled Khalifa dans son livre. Je vais parler des gens qui sont traduits en français, comme Khaled Khalifa, qui a été
qui a écrit Éloge de la haine, mais aussi beaucoup d'écrivaines, par exemple Samaria Sbeck, par exemple Rosa Yassine, etc., etc. Je ne vais pas citer, sinon j'oublierai des gens très importants aussi et que je respecte beaucoup. Donc cette littérature, aujourd'hui, je crois, est une littérature qui est très prometteuse parce qu'elle ne respecte plus du tout les trois interdits, le triangle des interdits dont parlait Bouhali Yassine, l'interdit politique, religieux, sexuel, et parce qu'elle s'exprime très librement et qu'elle a atteint un niveau littéraire, un niveau esthétique, un niveau qui est de grande valeur. Malheureusement, je dois dire, cela, on ne peut pas encore parler de ce que la Révolution a produit comme œuvre littéraire. Il y a eu des romans, il y a eu par exemple un roman de notre ami Maher Hassan, les tambours de la guerre, etc. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'œuvres pour pouvoir faire une estimation réelle de ce que la Révolution a apporté à la littérature syrienne. Vous savez, la littérature se fait plus lentement, ça demande du temps. Regardez la littérature issue après la Révolution française, cela a mis beaucoup de temps pour avoir de la bonne littérature. Bon, mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est la constitution d'une union des écrivains, d'une ligue des écrivains syriens qui est complètement indépendante du pouvoir. C'est un premier pas qui a été pris par une centaine au début et maintenant par 200 écrivains peut-être qui appartiennent à cette association libre qui a publié 2 revues déjà, Dimash et Awraq, papier, d'un bon niveau, et ce qui n'a pas rien, qui est présidé par Sadr Jalal Adom, qui est quand même une figure de proue de la philosophie laïque dans le monde arabe tout entier. Bon, c'est lui le président de cette association. J'y insiste parce qu'on n'entend que parler des djihadistes et des... Bon, mais chaque fois qu'il s'agit de production intellectuelle, de production littéraire, de production artistique, il n'y a pas d'islamistes du tout. Du tout. Et c'est le cas d'ailleurs de la Ligue aussi des artistes qui a été fondée par peut-être Fananine ou de la Ligue des journalistes. Ensuite, il y a une chose que vous connaissez, c'est que beaucoup d'intellectuels et d'écrivains ont été arrêtés en Syrie. Beaucoup ont dû s'exiler. Et c'est pourquoi je terminerai sur ça. C'est-à-dire qu'il est toujours important qu'on reste vigilant et qu'on défende ces écrivains-là, qu'on rappelle toujours que les meilleurs, vraiment, les meilleurs sont en prison ou en exil et qu'il faut les défendre. Vous avez vu le mouvement qui réchauffait le cœur pour la libération de Youssef Abdelki. Il faut vraiment mener des actions de ce genre pour tous les autres. Je vous remercie de votre attention.